Donc, passons à la fiche ressource numéro 2, les formalités juridiques de l'embauche d'un salarié. Et donc, toujours dans le même principe, hein, on va respecter le plan de la fiche ressource qui est dans le livre, page 11. Donc, on commence par le premier point, les formalités qui sont obligatoires au moment de l'embauche. Et on va commencer par les formes du contrat de travail. Donc, toutes ces informations donc, sont précisées dans la convention collective HCR, hein, hôtellerie, café, restaurant, sachant que suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, les conventions collectives ne sont pas les mêmes, hein. Celles-ci concernent uniquement les hôtels, cafés, restaurants, mais si vous êtes dans une restauration collective, il faudra vous référer à la convention collective des restaurations collectives. Si vous êtes dans la restauration rapide, eh bien, même chose, vous référez à la convention collective de la restauration rapide. Toujours est-il que je pense que dans tous les cas de figure, eh bien, le contrat de travail doit être écrit, hein, puisque c'est une demande, c'est la loi, hein, cette fois, bon, écrit en 2 exemplaires et remis aux salariés dans les 48 heures. Bon, on a vu que pour le CDI, c'était pas obligatoire, mais que ça l'était pour le CDD. Je rappelle que pour le CDI, c'est pas obligatoire, mais quand même la directive de 91, hein, la directive européenne de 91, impose aux entreprises d'établir un écrit dans les 2 mois. Mais comme nos bulletins de paye sont suffisamment précises pour échapper à cette obligation, donc la première fiche de paye suffit, hein, pour justifier le contrat en CDI. Voyons maintenant donc les mentions, hein, qui doivent figurer obligatoirement dans le contrat. Tout d'abord, donc, le nom et la qualification professionnelle de la personne qui doit être remplacée. Lorsqu'il s'agit d'un remplacement d'un salarié pour lequel son contrat a été suspendu pour congé de maladie ou pour congé maternité, par exemple, ou si c'est le chef d'entreprise qui est manquant. Sur ce contrat doit figurer la date du terme, c'est-à-dire là on rentre dans l'optique du CDD, hein, c'est un peu un mélange des deux. Donc là, la date du terme, c'est lorsque vous avez une date de début, une date de fin, c'est-à-dire lorsque le terme est précis. Si vous êtes dans un CDD, vous devez préciser éventuellement si au terme du contrat, il peut y avoir un renouvellement de contrat. Donc, il faudrait faire figurer dans le contrat la clause de renouvellement. Alors, si le contrat a été conclu à terme non précis, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la date de début et de fin, donc ce n'est pas un contrat de date à date, dans ces cas-là, dans le contrat devra figurer une durée minimale. Cette durée minimale, ça va définir par exemple la période estivale pour un contrat saisonnier, par exemple. Ensuite, vous devez désigner la nature de l'emploi, hein, occupé, préciser la convention collective, préciser dans le contrat, hein, comme on l'a vu, il y a plusieurs types de conventions suivant l'entreprise, le secteur dans lequel vous vous trouvez, et la période d'essai. Donc s'il y a une période d'essai, on doit la préciser. On a vu que la période d'essai n'était pas obligatoire, qu'elle était juste là pour pouvoir se tester et qu'à n'importe quel moment on pouvait le rompre en respectant bien sûr un certain délai de prévenance, soit au niveau de l'employeur, et les conséquences ne sont pas les mêmes quand c'est l'employeur et le salarié. On verra peut-être après ça, oui, juste après. Le montant de la rémunération et ses différentes composantes, hein, donc là ici on fait allusion notamment aux primes, aux avantages en nature, que ce soit l'avantage logement ou l'avantage repas. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. Voilà, ça ce sont toutes les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le contrat. Donc on passe maintenant à la période d'essai. Donc comme je viens de le dire précédemment, alors je vous ai mis en bleu là, le lien, c'est une petite vidéo faite, il me semble, par le professeur Anne Lenevel, c'est une spécialiste en droit social, donc je vous invite à la regarder. Donc je reviens sur la période d'essai, donc permet de tester le poste, aussi bien de la part de l'employeur que de l'employé. Donc on peut mettre fin au contrat sans avoir à justifier les motifs de l'arrêt du contrat, de la rupture du contrat, mais vous devez respecter absolument un délai de prévenance, hein, pour permettre à chaque partie de se retourner.
Alors, cette période d'essai, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas obligatoire, mais elle doit être mentionnée sur le contrat de travail ou sur la lettre d'embauche. Alors, comment se définit cette période d'essai dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et d'après la loi de modernisation de 2008? Eh bien, en fonction de la catégorie, la durée ne sera pas la même. Si vous êtes employé, ça sera 2 mois. Si vous êtes agent de maîtrise, c'est 3 mois. Et lorsque vous êtes cadre, c'est 4 mois. En ce qui concerne les CDD, les durées ne sont pas les mêmes de période d'essai. Elles sont, si votre contrat de CDD est de moins de 6 mois, eh bien, ça sera un jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Hein. Si je prends un exemple, si vous avez un CDD de 2 mois, eh bien, votre période d'essai sera de 8 jours. Si vous avez un CDD de 6 mois, donc normalement 4 fois, 4 fois 6, 24, donc ça doit être 24 jours, mais il y aura une limite. La limite, ce sera donc 2 semaines. Et puis pour les contrats de CDD de plus de 6 mois, la période d'essai est de 1 mois. Le renouvellement de la période d'essai est possible, sauf pour les employés de niveau 1 et d'échelon 1. Ça, vous regardez, c'est qui figure dans la convention collective HTR. Donc, pour savoir si c'est valable pour les autres employés dans les autres secteurs, je vous renvoie à la convention collective. Je vais vraiment me baser seulement sur la convention HCR, sinon ça va partir dans tous les sens. Alors le délai de prévenance, il va être différent suivant si c'est le salarié qui veut rompre le contrat ou si c'est l'employeur qui veut rompre le contrat. Là, ici, dans le cas de l'employeur, eh bien, si la durée de l'embauche est moins de 8 jours, il y a un délai de prévenance de 24 heures. Donc 24 heures avant la fin du contrat, il doit prévenir le salarié. Si la durée de l'embauche est entre 8 jours et 1 mois, il a 48 heures pour prévenir le salarié. Et au-delà d'1 mois, il a 2 semaines. Et au-delà de 3 mois, il a 1 mois. Donc il prévient 1 mois avant l'arrêt du contrat. Donc un petit exemple, si il a un contrat de 4 mois commençant en avril, eh bien en juillet, au mois de juillet, le contrat se termine au mois d'août, donc au mois de juillet, fin juillet, il doit prévenir au plus tard le salarié. Alors en cas de manquement de prévenance, si effectivement l'employeur n'a pas prévenu le salarié suffisamment tôt, dans le délai qui lui était imparti, eh bien l'employeur doit verser une indemnité compensatrice qui va correspondre au salaire et congés payés du salarié jusqu'à la date, jusqu'à l'expiration du délai de prévenance. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si pour un salarié qui devait censé être prévenu début juillet, pour un contrat de plus de 3 mois, est prévenu début juillet pour dire que son contrat se termine fin août, si vous ne l'avez pas prévenu, et vous le prévenez par exemple seulement mi-juillet, eh bien vous devez quand même lui verser la somme des indemnités compensatrices jusqu'à la date de la période du délai de prévenance. Pour le salarié, le délai de prévenance est de 24 heures. Pour la durée de l'embauche, si elle est inférieure à 8 jours, par contre, si la durée de l'embauche est supérieure à 8 jours, le délai sera de 48 heures. Bon, les textes ne parlent pas du délai de prévenance. Délai, ne respecte pas le délai de carence. Voilà, il y a une faute là. Je recommence. Voilà, la faute est corrigée. Effectivement, donc oui, des salariés qui ne respectent pas, on ne sait pas est-ce que le salarié doit verser une indemnité ou pas à l'employeur. C'est pas précisé dans les textes. Alors on va passer maintenant au point sur les formalités administratives d'embauche. Donc comme on l'a vu précédemment, le contrat de travail doit être signé dans les 48 heures qui suivent le jour de l'embauche. Il faut effectivement établir de manière électronique la déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF et adresser un exemplaire au salarié, tout comme le contrat de travail qui doit être établi en 2 exemplaires. Et je rappelle que si le salarié est étranger, on doit, sur sa demande, établir un contrat de travail dans sa langue natale, d'origine.
On doit, en tout cas dans l'hôtellerie-restauration, il faudra proposer une mutuelle aux salariés, en plus de la sécurité sociale. Et comme tout salarié, ben, on doit les enregistrer sur un registre du personnel. Le registre, c'est un document sur lequel on va répertorier toutes les informations concernant le salarié, sa date d'entrée dans l'entreprise, c'est son nom, son prénom, enfin toutes ces références. On doit programmer sa visite médicale, ce qu'on appelle le VIP, une visite médicale d'information et de prévention. Et pour les salariés CDD, on doit établir ce qu'on appelle un bordereau individuel d'accès à la formation. Ça remplace l'ancien CIF, l'ancien congé individuel de formation. Ce bordereau, ça permet de cumuler des points qui sont maintenant, c'est même plus des points, c'est en euros. On met une somme, c'est en euros, j'ai plus le montant exact, je crois que c'est 30 euros, enfin je vais vérifier pour vous, mais ce montant donc s'accumule au fur et à mesure des CDD, ce qui permet à l'issue d'un certain montant de suivre des formations. Donc c'est comme un droit à la formation professionnelle. Sur le contrat, quand il est écrit, c'est l'intérêt pour l'employeur, c'est de se protéger pour le bon fonctionnement de l'entreprise, d'introduire certaines clauses, notamment la première clause, la clause de mobilité, qui permet à l'employeur de modifier le lieu de travail. Mais dans cette clause, il doit préciser quand même le périmètre sur lequel il peut muter le salarié ou pas. Comme ça, si la clause figure dans le contrat, qu'on lui propose une mutation, s'il refuse, et bien là, on peut licencier le salarié pour faute grave. Bien sûr, à condition que l'employeur soit de bonne foi. La deuxième clause, c'est la clause de non-concurrence. Alors, cette clause de non-concurrence est très intéressante lorsque le salarié rompt le contrat, quand il quitte l'entreprise, ne doit pas travailler dans une entreprise du même secteur, mais dans une certaine limite de temps. C'est-à-dire, on doit préciser le temps, ça doit être 2 ans. Et puis, on doit préciser aussi la zone géographique. Dans le même village, ou à 30 km autour de l'entreprise, ou à 100 km autour de l'entreprise. Et pour que cette clause soit valable, il faut qu'il y ait une compensation financière. Il faut que le salarié reçoive une indemnité, ou un salaire un peu plus important, ou avant son départ, qu'il reçoive une indemnité de non-concurrence. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire de travailler dans le temps, la zone géographique et la compensation financière, la clause n'est pas valable. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas empêcher le salarié de travailler si une de ces 3 conditions ne soit pas remplie. Enfin, la clause d'exclusivité, elle interdit donc à un salarié d'exercer simultanément plusieurs emplois dans différentes entreprises. Voilà. Et pour terminer, la dernière clause, la clause de délit de formation, c'est lorsque l'employeur offre une formation à son salarié, le salarié doit s'engager à ne pas démissionner pendant une certaine période, 5 ans, 3 ans. Si jamais il le fait, si jamais il quitte l'entreprise, il démissionne, qu'il y ait une rupture de contrat, dans ces cas-là, le salarié devra verser des dommages et intérêts à son employeur, généralement correspondant au montant de la formation. Il y aura peut-être certainement un prorata temporis par rapport à la durée minimale qui avait été fixée dans la clause, mais il y aura quand même des dommages et intérêts. Voilà, c'est terminé pour la fiche ressource numéro 2. On va passer à la fiche numéro 3. Merci.